Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, toujours dans le module de neurologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est les encéphalites virales. Ça se ressemble un peu avec les infections du système nerveux central. C'est le cours du docteur Bahmani. Les liens toujours de tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande de ta part le maximum de partage, le maximum de j'aime, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est mon but d'après ces séries de vidéos et d'après cette chaîne. Donc, comme objectif pour ce cours, c'est de préciser l'épidémiologie, les mécaniques physiopathologiques de ces infections virales, identifier les principaux agents pathogènes, donc ce sont à retenir, surtout les herpès viridés comme nous allons voir au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Interpréter les résultats du liquide cérébrospinal. Je vous invite à consulter le cours de méningite dans la playlist d'infectiologie. On a bien détaillé l'interprétation ou bien l'étude du liquide cérébrospinal, soit à prédominance lymphocytaire ou à prédominance polynucléaire. Et bien sûr, diriger le bilan étiologique pour planifier la prise en charge. Donc, commençons premièrement par l'introduction pour ce cours. Donc, les infections virales du SNC, du système nerveux central, se traduisent par des syndromes cliniques de méningite ou d'encéphalite. Donc là, c'est les deux, soit du méningite ou bien d'encéphalite qu'on va détailler dans ce cours-là. Leur incidence est difficile à déterminer car de nombreux cas ne sont pas signalés ou bien des étiologies virales qui spécifiquement n'est jamais confirmée. Donc, les infections virales sont difficiles à diagnostiquer, ne sont pas signalées par comme les infections bactériennes. Et l'étiologie, elle n'est pas totalement ou bien toujours n'est pas spécifique ou bien jamais confirmée. Mais cependant, ces troubles surviennent avec une fréquence suffisante pour que les cliniciens soient bien familiarisés avec les manifestations cliniques, les techniques et le diagnostic et les options thérapeutiques. Donc vous voyez que les infections virales sont un peu difficiles à diagnostiquer par rapport à les infections bactériennes, soit des méningites, soit des encéphalites, car leur incidence, elle est difficile à déterminer. Ils sont soit ni pas signalés, ou bien l'agent pathogène, l'étiologie virale n'est pas confirmée totalement. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir là? C'est deux points forts. Donc, il faut ça, c'est la méningite versus l'encéphalite et l'encéphalite virale versus l'encéphalite post-infectieuse. Donc, vous devez différencier la méningite versus une encéphalite. La méningite, c'est l'inflammation des méninges. Par contre, que l'encéphalite, c'est l'envahissement vers le parenchyme cérébral. Et ça va donner, comme nous avons dit toujours, les signes de gravité. Ce sont les signes neurologiques, l'altération de l'état de conscience, les anomalies de fonction cérébrale, déficit moteur, déficit sensoriel, changement de comportement ou de personnalité. Donc, par contre, au méningite, on n'a pas ces critères-là. Donc, c'est dans l'encéphalite, le parenchyme, lorsqu'il est atteint par ces infections virales, qu'on va voir des manifestations neurologiques. Donc, faites attention, dans la méningite, il n'existe pas de manifestations neurologiques, mais dans les encéphalites, on va retrouver, ce sont des anomalies neurologiques soit de type motrice, soit sensorielle, soit l'altération de l'état de conscience, et bien sûr des changements de comportement et de personnalité, troubles de la parole, de mouvement, les convulsions, tout ça, ça va être noté dans les encéphalites et qui va définir, comme nous avons dit, dans les infections du système nerveux central, des critères de gravité. Donc la méningite peut se disséminer ou bien envoyer le parenchyme par contiguïté et elle va donner de l'encéphalite. Donc faites attention, différencier entre une méningite avec une encéphalite. Là, c'est les infections de méninge. Mais là, dans les encéphalites, c'est le parenchyme qui est atteint, qui est inflammé et ça va donner des signes neurologiques. Donc ce qui différencie les deux, c'est l'existence des
signe neurologique, c'est de la sémiologie. Donc, j'espère que vous avez noté ce terme-là. Mais parfois, la distinction entre ces deux affections, méningite, là vous voyez ça, c'est de la méningite, et là c'est de l'encéphalite. Parfois, elle serait peut-être floue. Donc, certains patients peuvent présenter à la fois les caractéristiques cliniques de deux syndromes. Donc, c'est le syndrome méningo-encéphalitique. Donc, c'est pas toujours qu'on voit un syndrome méningé isolé ou bien une encéphalite isolée. Parfois, ils sont regroupés sous le terme méningo-encéphalite. Donc, ça va être un peu le diagnostic flou. Et comme autre point fort, donc, il existe certains agents viraux qui sont plus susceptibles de provoquer une méningite. Par contre, à d'autres agents qui sont susceptibles à provoquer une encéphalite. Donc, ce que vous devez retenir de l'introduction, faites attention aux différences entre méningite et l'encéphalite par l'apparition de ces signes neurologiques qu'on a déjà cités, quelques troubles de conscience, déficit moteur, sensitive, comportemental, de la personnalité, altération de l'état général. Donc tout ça, ça va rendre en faveur de d'une encéphalite. Faites attention, ça n'existe pas dans la méningite. J'espère que vous avez noté ça. Et comme toujours, ils ne sont pas de syndromes isolés. Parfois, on a les deux. C'est la méningoencéphalite, bien sûr, et méningites qui vont disséminer par contiguïté et favoriser la méningoencéphalite. Et comme étiologie, certains agents pathogènes sont susceptibles à provoquer des méningites, d'autres sont susceptibles plus de provoquer une encéphalite. Ça, c'est comme premier titre, différence entre méningite et encéphalite. Aussi, comme deuxième compétence, vous devez différencier entre l'encéphalite qui est virale. Ça, c'est de l'encéphalite qui est virale. Donc là, c'est le virus qui a causé l'encéphalite. Avec une encéphalite qui est post-infectieuse là, c'est l'inflammation. Elle est d'origine inflammatoire. Après, comme le nom indique, post-infectieuse. Donc c'est post-infectieuse. Les méningites, plutôt l'encéphale, a subi une encéphalite qui est appelée l'encéphalomyélite aiguë. Donc c'est pas réactionnel à l'infection virale. Donc, premièrement, l'encéphalite virale, elle est caractérisée par l'invasion virale du système nerveux central. L'atteinte neuronale peut être identifiée à l'examen histologique qui va montrer des particules virales. Donc, les virus sont souvent cultivés à partir du tissu cérébral. Donc là, on va prouver l'existence du virus. C'est ça l'encéphalite virale. C'est le virus qui est la cause. C'est ça le cours d'aujourd'hui. C'est l'infection ou bien l'encéphalite virale. Donc là, on va mettre en évidence le virus par culture. Donc là, c'est le virus, gardez-vous en tête. Dans l'encéphalite virale, le virus qui est existant, c'est lui l'origine, c'est l'agent pathogène qui a donné l'encéphalite. Mais par contre, l'encéphalite post-infectieuse, elle est aussi appelée l'encéphalomyélite aiguë disséminée ou bien ADEM. Là, le virus ne peut pas être détecté ou récupéré. Donc, il existe une inflammation périvasculaire et des lésions de démyélisation réactionnelle. Donc, suggère que cette entité est une maladie à médiation immunitaire. Donc, faites attention, l'encéphalite virale, ça, on va prouver l'existence du virus qui est là. Mais l'encéphalite post-virale, donc, ou bien l'encéphalomyélite ADEM, là, elle est d'origine à médiation immunitaire. C'est la réaction immunitaire contre ces agents pathogènes-là. On va pas trouver, je répète, le virus ne peut pas être détecté ou bien récupéré à partir du tissu. C'est la réaction inflammatoire d'origine ou bien avec médiation immunitaire qui a causé cette réaction, cette encéphalomyélite aiguë ou bien l'ADEM post-infectieuse. Donc, faites attention à ne pas tromper entre une méningite et une encéphalite. Notre but là, c'est de l'encéphalite.
Et aussi, faites attention à différencier entre une encéphalite virale et une encéphalite post-infectieuse qui est à médiation immunitaire. Donc ça, ce sont des diagnostics différentiels à ne pas tromper avec. Faites attention à mélanger les notions là. Notre but de ce cours aujourd'hui, c'est les encéphalites virales. Je répète, c'est où on trouve le virus qui est la cause là. Faites attention à mélanger l'encéphalite virale avec des méningites et faites attention aux encéphalite post-infectieuse qui est d'origine inflammatoire à médiation immunitaire. J'espère que c'est clair. Maintenant, on peut entamer notre cours et rechercher ou bien faire le deuxième titre qui est le pathogène viraux. Toujours, faites attention, je répète, nous sommes dans les encéphalites virales. Nous ne sommes pas dans les méningites. Les méningites sont un cours isolé lui-même, différent. Là, ce sont les encéphalites. Faites attention deux termes. Faites attention au cas clinique. Faites attention aux manifestations neurologiques. Tout ça, ça va indiquer l'atteinte du SNC en faveur d'une encéphalite. Et faites attention, là, on va prouver l'existence du germe, du virus, qui est la cause. Par contre, à l'encéphalite post-virale, post-infectieuse, là, c'est d'origine inflammatoire. Et à médiation immunitaire, donc on ne peut pas détecter le germe ou bien le virus. Concernant deuxièmement les pathogènes viraux, donc il existe une grande variété de différents agents pathogènes qui peuvent infecter le système nerveux central. Et bien sûr, c'est l'herpès viridé, c'est le virus de l'herpès simplex 1, l'HSV1, qui a une cause fréquente d'encéphalite sporadique. Donc d'abord, déjà, on avait dit dans le SNC, le cours précédent des infections parasitaires du système nerveux central, que l'herpès qui va donner la nécrose temporale. Donc, c'est les encéphalites virales à herpès virus A qui vont donner des encéphalites qui sont dites sporadiques. Son diagnostic est important car la guérison est possible par si le traitement qui est, si vous vous souvenez, c'était la cyclovir qui est le traitement de ces encéphalites virales à herpès virus. Donc, et c'était très efficace et ils doivent être admis en urgence comme si vous vous souvenez du cours des infections du système nerveux central. Je vous invite toujours à consulter les cours pour mieux comprendre. Je vous invite toujours à traiter les modules comme des enchaînements, comme une seule entité, pas comme des cours isolés pour mieux simuler, pour mieux comprendre et pour mieux faire durant les examens et de faire tromper ou d'éviter de tromper dans les questions et dans les cas cliniques. Donc ça, c'était l'herpès virus. Le traitement doit être précoce. C'était la cyclovir qui est très efficace, heureusement, sur ces encéphalites herpétiques, car il se manifeste d'une façon aiguë, d'une façon grave, qui peut engendrer le pronostic vital. Gardez bien la notion des herpès virus. D'autres agents pathogènes viraux peuvent être suggérés par l'emplacement géographique. Par exemple, c'est l'encéphalite japonaise en Asie. Donc, c'est pas toujours l'agent pathogène concernant la manifestation clinique. Même l'emplacement géographique, il va favoriser telle ou telle infection virale. Même les indices épidémiologiques vont orienter le diagnostic vers un tel agent pathogène. Par exemple, si des antécédents d'exposition, par exemple, d'exposition aux chauves-souris ou bien aux morsures de chiens et de la rage, on va s'orienter vers les rhabdovirus comme nous allons voir. Donc, une morsure du chien, faites attention, ça va orienter la morsure du chien, ça va orienter le diagnostic vers un rhabdovirus, vers un virus de la rage. Donc, ça diffère concernant le contexte épidémiologique, l'emplacement géographique, les signes cliniques, la façon d'installation de cette encéphalite. Ça, c'est ce qui va orienter le diagnostic étiologique. Parfois, c'est la fièvre du Nil. Donc, c'est le virus du Nil qui est en cause. Parfois, c'est les entérovirus de Denver, de Colorado.
Donc ça, tout ça, ça va rentrer dans le contexte géographique. Et concernant des indices cliniques tels que la faiblesse profonde et une éruption cutanée, donc ça c'est du virus du Nil occidental qui est illustré là par ce vecteur qui le transmet. Ou bien les causes rares, donc ce qui inclut la varicelle zola, donc devant une éruption cutanée maculopapuleuse suivie par des signes neurologiques. Donc là, probablement, nous sommes devant une complication d'herpès virus, d'infection à herpès virus. Je vous invite à consulter les cours d'herpès virus. On a très bien détaillé tous les types. C'était la varicelle, la zona, la récurrence, avec leurs critères de gravité qui ont été l'encéphalite herpétique. Je vous invite à consulter le cours. Parfois, c'est de l'EBV, c'est l'Epstein-Barr virus qui est responsable d'un syndrome mononucléosique infectieux. Toujours, il est retrouvé dans le cours des herpès viridés, dans la playlist d'infectiologie. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à consulter le cours de mononucléose infectieuse, la MNI. Parfois, c'est le VIH et plus rarement l'herpès Human Virus HHV6. Parfois, c'est le parvovirus. Donc, ça, c'est du HIV, le fameux virus du sida. Parfois, c'est le parvovirus. Donc, avec contamination zoonotique des animaux, là, c'est le chien. Et parfois, c'est le virus de Zika. Donc, le parvovirus et le virus du Zika. Donc, c'est de la rubéole, comme vous voyez là. Ça, ce sont des infections aussi du système nerveux central par le parvovirus. Donc, c'est le virus de Zika. Donc, vous voyez, plusieurs agents pathogènes peuvent être retrouvés là. Donc, j'espère que vous avez noté tous les agents pathogènes concernant, comme nous avons dit, des indices géographiques, des indices cliniques, des indices régionaux, des indices de comptage. Donc, si la morsure, donc un chien mordu, donc tout ça, ça va orienter le diagnostic clinique. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à consulter dans la playlist d'infectiologie plutôt. On a abordé de la rage, de la rubéole, des varicelles, donc tous ces agents pathogènes qu'on vous allons voir dans l'infectiologie qui ont des manifestations sur le SNC qui est l'encéphalite virale. C'était complications à redouter pendant ces agents pathogènes. Donc, j'espère que c'est clair. Passons maintenant à la clinique. Quelles sont les manifestations cliniques dans une encéphalite virale? Commençons premièrement par les signes et les symptômes, comme vous voyez là. C'est l'altération de l'état de conscience, bien sûr. Un patient qui a une encéphalite virale, il va altérer son état de conscience, il va dégrader de connaissances, qui va subir des déficits ou bien une absence de réponse complète. Les patients sont confus, agités ou bien obnubilés. Je vous invite à consulter le cours du coma où on a détaillé tous ces aspects-là de confusion, l'agitation, l'obnubilation et les comas avec ces types légers, moyens et profonds. Et bien sûr, on va noter des anomalies neurologiques qui sont focales. Faites attention à la notion de focalisation. Donc, ça va témoigner d'un problème, d'une pathologie. Là, c'est d'une encéphalite virale. Donc, le patient va subir d'une anomalie focale, située dans un lobe, ou bien dans un gyrus, ou bien dans un cortex. Soit c'est une hémiparésie, soit de la paralysie des nerfs crâniens, soit des réflexes tendineux qui vont être exagérés, ou bien des réflexes qui sont pathologiques. Tout ça, ça va donner l'impression d'une lésion du système nerveux central, d'un malfonctionnement à cause d'une cause qui est dite virale. Donc, les convulsions sont fréquentes. Malheureusement, le patient va être en convulsion. Donc, et les symptômes sont les signes d'irradiation méningée. Donc là, c'est la photophobie, la phonophobie, la rigidité nucale, qui sont généralement absentes dans l'encéphalite qui est pure. Mais comme nous avons dit,
Il peut s'agir d'un syndrome méningo-encéphalitique où on va noter ces signes-là de raideur nucale. Ce sont des signes méningés. Donc, vous voyez que la symptomatologie, les signes cliniques sont majorés par, comme nous avons dit, l'altération de la connaissance, l'atteinte du système nerveux central, confusion, l'agitation, plus des infections ou bien des affections neurologiques focalisées qui vont témoigner d'une atteinte qui n'est pas systémique. Là, c'est un agent infectieux, plus probablement qui va manifester par ces focalisations-là. Donc, vous voyez que la clinique, c'est facile. Donc, un encéphalite et donc un malfonctionnement du SNC, c'est signe neurologique. Parfois, ce qui est associé avec un syndrome méningé, c'est la méningoencéphalite. On peut noter les deux, le syndrome méningé et le syndrome encéphalitique. Je vous invite à consulter le cours de méningite et le cours des infections du système nerveux central où on a abordé tous ces critères-là avec détail. Passons maintenant à l'examen physique. Donc, concernant certains examens physiques, peuvent suggérer un diagnostic particulier. Là, c'est de la parotide. Elle va suggérer quoi? Le virus Orleans. Donc, je vous invite à consulter le cours d'orthomyxoviridés dans la playlist de bactériologie ou bien de virologie. On a abordé ce virus Orleans, donc, qui va donner l'aspect du cou consulaire, c'est l'inflammation du glande salivaire. Accessoire, c'est de la parodite. Et bien sûr, si il y a la notion de non-vaccination, donc ce sont des notions épidémiques qui vont favoriser le diagnostic vers une encéphalite orléans. Donc vous voyez là, c'est facile. Si vous connaissez votre sémiologie, si vous voyez les signes d'appel, vous pouvez incriminer tel ou tel agent pathogène. Donc je répète toujours, l'examen clinique, les connaissances de l'examinateur sont primordiales pour ne pas tromper de diagnostic. Donc ça va donner en faveur une parotidite plutôt, ça va balancer le diagnostic vers un Orleans virus. Donc, c'est le measles virus. Je vous invite à consulter le cours des orthomyxoviridés où on a détaillé le virus Orléans. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, une paralysie flasque. Une présentation semblable à la poliomyélite. Donc là, c'est de la poliomyélite, le poliovirus qui va manifester malheureusement par une paralysie flasque qui évolue vers l'encéphalite, suggère fortement la possibilité par infection par le virus du Nil occidental. Donc ça, c'était le virus du Nil occidental, comme nous allons voir, qui est transmis par ce vecteur. Donc, une notion de paralysie flasque avec présentation semblable à la poliomyélite, comme nous avons vu la chaise roulante, qui évolue vers une encéphalite, suggère fortement, comme nous avons dit, le virus du Nil occidental qui est transmis par ce vecteur. Par contre, une éruption maculopapuleuse, comme vous voyez là, elle est également observée chez environ la moitié des patients dans cette infection. Et elle peut aussi être notée comme vous voyez, nous avons dit de la varicelle. Donc la varicelle peut être manifestée par des évolutions. La premièrement, c'était les éruptions maculopapilleuses, mais ça peut compliquer par des encéphalites. Aussi, comme troisième point, un tremblement des paupières, de la langue, des lèvres, des extrémités peuvent suggérer la possibilité d'une encéphalite de Saint-Louis. Donc vous voyez, chaque signe clinique peut orienter le diagnostic de tel ou tel diagnostic, même parfois le Nil occidental. Donc, et comme quatrième point, ça c'est du tremblement, ça c'est en faveur de l'encéphalite de Saint-Louis ou bien de l'encéphalite du Nil occidental. Parfois, si on a la notion malheureusement
d'une hydrophobie, aérophobie, un spasme pharyngé et une hyperactivité. Ça va suggérer malheureusement le virus de la rage. C'est la rage encéphalytique malheureusement. Je vous invite à consulter le cours de la rage dans la playlist d'infectiologie où on avait dit que malheureusement la rage, lorsqu'elle est déclarée, elle est mortelle à 100% par une encéphalite virale grave. Vous voyez là, malheureusement les patients ne peuvent pas survivre la rage lorsqu'elle s'installe. Là, c'est de l'encéphalite mortelle malheureusement. Donc devant une hydrophobie, aérophobie, tout ça nous avons abordé avec détail dans le cours de la rage. Il est toujours dans la playlist d'infectiologie. Donc vous voyez que il existe un enchaînement, non pas dans un seul cours, mais entre les cours, surtout l'infectiologie. C'est un module à retenir. J'espère que vous avez pris note de tous ces critères-là. Et bien sûr, on avait dit que là, c'est des vésicules qui sont groupées en dermatomes. Là, c'est une vésicule ombiliquée. Ça peut orienter le diagnostic vers une varicelle zona, ou bien parfois ça va, ils vont provoquer, comme nous avons dit, des encéphalites virales à herpès virus, c'est la varicelle. On peut aussi craindre dans des formes graves, comme on avait dit, chez le sujet âgé et le nouveau-né. Donc c'est de la zona ou bien de la varicelle, ça peut être mortel ou bien fatal par l'évolution vers une encéphalite. Donc ça, c'était la première partie du cours des encéphalites virales où on avait vu des points forts dans l'introduction. On a incriminé les agents pathogènes qui sont souvent retrouvés dans ces encéphalites-là et on avait vu les manifestations cliniques durant ces encéphalites-là. Et comme on avait dit, chaque signe clinique peut orienter le diagnostic. Donc ça serait très utile pour vous. Surtout les manifestations cliniques sont très utiles dans les cas cliniques en cas de question d'examen. Notez bien la parotidite, les éruptions maculopapilleuses, la notion épidémiologique de la rage, l'hydrophobie, l'aérophobie et bien sûr les tremblements dans l'encéphalite de Saint-Louis. Donc ça va en faveur de telle ou telle infection du SNC ou de tel ou tel agent viral. J'espère que cette partie était bénéfique pour vous pour clarifier les points forts concernant cette première partie du cours de encéphalite virale. C'est un cours facile. Il faut juste savoir diagnostiquer, savoir maîtriser les signes cliniques pour incriminer les agents pathogènes qui sont souvent fréquemment retrouvés dans ces infections-là. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours, Inch'Allah. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande de taper le maximum de j'aime et de partage. Mais je vous remercie pour votre attention, mes chers confrères. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.